Allô, communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui je continue ma lignée de vidéos sur les clans de Vampire la Mascarade 5e édition et je vous parle du clan Gangrel, un des 14 clans officiels de la dernière édition du jeu. Donc, souvent plus proche des bêtes que les autres vampires, les gangrels se présentent comme les prédateurs de premier plan. Donc, c'est féral, rôde dans la nature aussi facilement que dans la jungle urbaine, et aucun autre clan de vampires ne peut rivaliser avec leur capacité à endurer, à survivre et à prospérer dans n'importe quel environnement. Souvent farouchement territoriaux, leur capacité de métamorphose font même douter les autres vampires de ce qu'ils voient. Habituellement nomades, ils entretiennent des liens plus étroits avec les lieux sauvages que la plupart de leurs cousins vampires et sont également plus proches de l'aspect animal de la bête qui habite tous les vampires et de la discipline protéine. Il était donc aussi un des 7 clans fondateurs de la Camarilla, mais ils ont été déçus de la secte, de la faction, lors des dernières années, décennies, on pourrait dire, là. Et donc, les aînés du clan ont décidé de rompre les liens avec la Camarilla et de devenir un clan indépendant. Les gangrels sont généralement choisis, ils choisissent plutôt particulièrement des candidats qui font preuve de capacité à survivre et prennent aussi beaucoup des combattants. Donc, pour cette raison-là, leur coutume encourage les combats pour la domination, mais pas des combats jusqu'à la mort. On parle vraiment plus d'une culture qui va encourager une rivalité saine plutôt que prendre de la compétition personnellement. C'est aussi généralement des parias de la société mortelle, a priori, et de la société vampirique, qui apprennent à vivre dans des zones indésirables et à prospérer dans des zones qui sont actuellement peu appréciées des autres vampires, ce qui leur permet de vivre sans devoir se mettre à genoux devant un prince ou un baron d'un domaine quelconque. Donc, les gangrels ont aussi tendance à se soucier moins des apparences et du statut que des actions et des réalisations qu'on peut servir comme preuve de valeur. Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les gangrels et l'utilisation qu'ils en font sont premièrement l'animalisme. S'il y a une discipline importante pour eux, c'est bien elle. Donc, ça donne aux gangrels la capacité de faire un animal, un familier. La force d'âme aussi permet aux gangrels de vivre tous leurs désirs, on pourrait dire, en traversant les paysages rudes, ou en absorbant une pluie de balles là, sans broncher. Finalement, le protéisme est une discipline que les gangrels sont vraiment reconnus pour maîtriser, qui leur donne la capacité, dans le fond, de façonner leur corps pour que ça ressemble à quelque chose d'animal. Donc, ils peuvent prendre des traits vraiment plus animaux que simplement communier avec la nature. Le fléau du clan vient de leurs caractéristiques bestiales. Donc, durant une frénésie, le gangrel acquiert des caractéristiques animales égales à leur sévérité de fléau. Donc, les effets durent une nuit supplémentaire à partir du moment, dans le fond, où elle a été déclenchée. Et chaque effet réduit réduit un attribut de 1 point. Le gangrel peut choisir là, de surfer sur la vague afin d'avoir juste une manifestation de caractéristiques et perdre un seul point d'attribut si seulement sa gravité de fléau était plus sévère. Une variante du fléau est liée vraiment à leur instinct de survie. Donc, il faudrait soustraire à ce moment-là un nombre de dés égaux à la sévérité de fléau à n'importe quel jet pour résister à une frénésie de peur. Donc, c'est l'idée que l'instinct de la bête à l'intérieur du vampire cherche à fuir le danger. On parle surtout à ce moment-là, les rayons du soleil ou le feu. Et donc, cet instinct-là de survie est tellement fort que c'est plus difficile de résister à la frénésie de peur et de fuir. La compulsion du clan, encore là, est liée aux impulsions sauvages. Donc, lors d'une compulsion, le vampire va libérer l'animal qui est caché dans son sang. Donc, ça pousse le gangrel à régresser à un état qui est beaucoup plus animal, beaucoup plus bestial. La parole devient très difficile. Ses vêtements
semble trop contraignant aussi pour lui. Et il considère que les disputes sont mieux réglées avec les griffes et les dents que la discussion. Donc, durant la durée d'une scène, le gangrel subit une pénalité de -3D sur les jets qui impliquent la manipulation ou l'intelligence, parce qu'il peut prononcer seulement des mots, donc il ne peut pas composer des phrases complètes là, durant la compulsion. Les archétypes d'individus qu'on retrouve habituellement dans le clan gangrel sont, premièrement, le prisonnier sans cage. Donc, c'est un individu qui aurait été emprisonné pendant la majeure partie de sa vie et qui en évitant d'avoir une perspective un peu blasée ou avoir carrément un problème d'autorité, là, et il va survivre le reste de sa non-vie, on pourrait dire vraiment, là, par ce goût désespéré-là de la liberté qui lui est finalement accordée. Un autre archétype, c'est celui du conteur. Donc, une façon de se faire des amis facilement, c'est de raconter des histoires fantastiques, qu'elles soient tirées de leurs propres expériences ou qu'elles soient entièrement constituées là, de fiction. Donc, le conteur, c'est celui qui va se promener de ville en ville, faire le tour des tentes lors des rassemblements, où il va vraiment raconter ses grandes histoires, ses grandes quêtes. Donc, ça va être vraiment un socialiste, quelqu'un qui aime socialiser et qui va se faire facilement des amis en se remémorant les histoires, les grandes histoires du clan gangrel. On retrouve aussi l'archétype, là, la personne pour qui c'est les affaires d'abord. Donc, ça peut être un individu qui aurait été volé, on pourrait dire, au clan ventru, là, ou carrément qu'on peut aussi considérer que les clans ne sont pas réduits qu'à un seul archétype là, ou à un seul stéréotype. Donc, c'est la personne qui a, dont les tendances animales, même du vivant, les rendent doués pour négocier, pour avoir un certain sens des affaires et inciter, par exemple, les petites entreprises à vendre. Donc, c'est pas un désir tant de domination économique, vraiment, que le sens des affaires là, à travers une compétition. Chercher à gagner la compétition contre un autre individu dans un marché, cette fois-ci un marché plus financier. Le dernier archétype est celui du vétérinaire. Donc, ces personnes-là, leur lien avec les animaux les a poussés vers un domaine médical, donc le domaine vétérinaire. Ils n'aiment pas nécessairement tout le temps les mortels. Ça peut être une des raisons pourquoi se sont dirigés vers les animaux plus que de soigner les humains, mais sont heureux donc d'aider tous les animaux qu'ils croisent et tous les animaux qui en ont besoin. Donc les gangrels, par cet amour-là des animaux, peuvent être attirés vers ce genre de candidats-là. Donc, la culture du clan gangrel, le statut en général chez les gangrels est déterminé par des rites. Donc, des rites qui impliquent une des deux choses suivantes, soit le combat ou la vantardise. Le combat est généralement, on pourrait dire de base, là, donc ne comporte pas d'armes. Deux gangrels qui se connaissent peuvent simplement s'entraîner ensemble puis tester leur force. Mais ceux qui se sont étrangers, donc qui ne se connaissent pas encore, vont aller jusqu'à se battre jusqu'à ce qu'un des deux combattants, dans le fond, soit rendu incapable de continuer le combat ou abandonne. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils vont se hiérarchiser entre eux. La vantardise, de l'autre côté, implique que les deux gangrels vont faire des déclarations et vont surenchérir sur les déclarations de ce qu'ils sont capables de faire jusqu'à ce qu'un gangrel recule et demande à l'autre de prouver ses dires. Donc, le gangrel qui est défié doit alors, dans le fond, montrer les preuves de ce qu'il est capable de faire. Sinon, il va perdre le rite et donc perdre son statut aussi. Donc, le peu d'organisation formelle qu'on retrouve dans le clan est placé vraiment autour des rassemblements. Donc, les rassemblements, ça porte bien leur nom, là, c'est des réunions occasionnelles autour desquelles les gangrels locaux ou ceux qui sont en visite dans la région vont échanger des nouvelles, vont échanger des informations, des histoires et aussi décider un peu des affaires locales. Donc, les rassemblements nécessitent généralement un préavis de quelques semaines d'avance pour permettre justement aux gens qui veulent y assister de venir dans la région. Et aussi parce que les nouvelles circulent
peuvent circuler relativement lentement, donc vraiment pour permettre aux nouvelles de circuler, on laisse un certain temps. Donc, une fois commencés, les rassemblements impliquent généralement des rites qui vont démontrer le statut de chacun pour ce rassemblement-là. Donc, une hiérarchie pour le rassemblement donné va être faite. Encore là, soit avec les combats ou avec la vantardise, comme j'ai dit. Et ces rites-là peuvent prendre quelques jours. En général, le rassemblement ne dépasse pas une semaine, mais chez les rites, parce que les rassemblements sont composés habituellement de gangrels différents à chaque fois, doivent être refaits à chaque fois, ils peuvent prendre quelques jours. Une fois la hiérarchie du rassemblement établie, les affaires en cours peuvent être traitées. Les rassemblements peuvent également être utilisés pour former des rebelles, qu'on appelle, qui sont essentiellement des appels au combat. Donc, les gangrels qui participent à un rebelle forment des groupes pour traquer ou détruire un ennemi commun. Ça peut être donc des garous, donc des loups-garous, ça peut être un ennemi qui a osé envahir leur territoire, ça peut être un vampire problématique. Donc, ce sont des grandes chasses, on pourrait dire, qui sont organisées particulièrement par le clan gangrel. Il existe aussi finalement des réunions appelées des grands rassemblements, donc à l'image des simples rassemblements. Ceux-ci doivent être appelés par un puissant gangrel et à ce moment-là, la plupart, presque la totalité du clan gangrel doit se présenter. Ces événements-là sont extrêmement rares quand même, là. Et encore là, il y a des rites pour démontrer le statut au début. Comme il y a plus de gangrels, le rassemblement n'est pas circonscrit à une semaine, donc ça prend tout le temps que ça doit prendre. Et à la fin, dans le fond, encore une fois, les discussions ont lieu, mais habituellement, c'est des discussions beaucoup plus importantes encore là qui vont avoir lieu dans ces grands rassemblements-là parce qu'ils sont appelés par un gangrel d'importance. Donc, les gangrels sont considérés comme les vampires les plus sauvages, voire même les plus prédateurs, en raison de leur nature solitaire, de leur tendance animale, puis de leur organisation plutôt libre. Donc, sont considérés comme étant les moins sociaux, on pourrait dire, des Kinraid, donc des vampires, et préfèrent la solitude à la société. Ils ont également tendance à être extrêmement territoriaux aussi et possessifs. Et entrer dans le territoire d'un gangrel, c'est un peu signer son arrêt de mort. Ils ont leur rôle, leur réputation parmi leurs semblables est d'être des guerriers relativement féroces. Mais convaincre un gangrel de travailler pour les autres est quand même une tâche ardue parce qu'ils tiennent vraiment beaucoup à leur liberté. Donc, ils ne vont pas être nécessairement des mercenaires ou un loyal, quelqu'un de loyalement attaché à une autre personne et travailler exclusivement pour cette autre personne-là. Donc, ils vont travailler surtout pour eux-mêmes et peut-être faire des combines pour les autres, là, mais de leur propre chef. Donc, la plupart des légendes, des mythes du clan et une bonne partie de la manière, dans le fond, d'acquérir du prestige au sein du clan est par érigé oralement. Donc, sont vraiment une tradition, des traditions là, transmises oralement. Et donc, raconter des histoires, être capable de retenir une foule, c'est quand même considéré des qualités importantes parmi le clan gangrel. On s'entend que dans les rassemblements qui ont souvent lieu en zone plus sauvage, il n'y a pas grand-chose à faire dans la nature pour se divertir autre que de raconter et écouter la bravade des gens et écouter des chants. Donc, c'est vraiment des qualités qui sont mises de l'avant dans ces rassemblements-là. La plupart des histoires sont basées sur des vérités. Donc, la plupart des histoires contées sont quand même vraies chez les gangrels, mais une bonne histoire satisfaisante, le conteur va savoir comment embellir la vérité. Donc, on va accentuer certains éléments. Pour les gangrels, une histoire satisfaisante est considérée plus importante qu'une histoire qui est très véridique dans ses détails.
Donc, on va valoriser l'épopée plutôt que le documentaire fin très précis. Donc, on pourrait dire que les gangrels ne mentent pas, mais ils vont embellir la vérité pour paraître plus impressionnant. De la même manière qu'un chat va gonfler sa fourrure là, pour avoir l'air plus gros, le gangrel va accentuer des éléments de son histoire pour ayant l'air un peu plus imposant, pour avoir l'air plus imposant. L'honneur chez les gangrels est aussi très important, donc s'en tenir à sa parole quand on fait une promesse ou on s'engage à quelque chose, c'est très important pour le clan. Il n'y a pas une grande organisation. La hiérarchie est souvent changeante. Donc, l'honneur, c'est ce qui maintient un peu le clan en place, qui empêche, qui permet la cohésion et qui empêche le clan de s'entretuer pour un tout et pour un rien. Donc, ce qui empêche un vampire de vous sacrer une volée, c'est vraiment son propre sens de l'honneur. Quand vient le temps de parler de l'étreinte, le clan gangrel comprend souvent des étrangers, des chasseurs indépendants, toute personne ayant une certaine envie de voyager aussi, au sens propre ou au sens figuré. Donc, les sires gangrels aiment généralement étreindre des gens qui ont envie de se battre pour leur survie, peu importe leur environnement. Donc, on retrouve ceux qui s'aventurent courageusement dans le monde, qui se soucient pas des chances qui sont, ou l'adversité, les éléments qui sont contre eux. On peut retrouver autant des hommes d'affaires qu'on va retrouver des explorateurs, des voleurs, des joueurs. Donc, on va retrouver plein de gens qui sont prêts à affronter à un certain point le danger ou des éléments qui s'élèvent contre eux pour, on pourrait dire, gagner, vaincre surtout. Lorsqu'il s'agit de l'enfant gangrel idéal, la beauté, le rang signifie habituellement très peu. C'est peu regardé. La plupart des sires gangrels veulent voir les réalisations de l'enfant potentiel avant de le transformer. Un père gangrel va souvent choisir un candidat potentiel durant l'alimentation. Donc, si la personne se défend, si la personne tente de contre-attaquer pendant qu'elle sert de calice, donc lorsqu'elle lutte pendant que ça se passe, le gangrel peut récompenser le mortel en le transformant en vampire après sa mort. Donc, cette méthode, on pourrait dire, d'étreinte-là, produit un gangrel avec un désir farouche de survie, habituellement, même s'il possède pas encore tous les outils nécessaires là que les vampires vont ultimement avoir. Donc, d'autres sires vont aussi trouver des potentiels enfants grâce à l'observation. Le gangrel va observer le candidat, guettant tous ses gestes de bravoure, de talent pour survivre. Parfois, un mortel qui sort la nuit est tout simplement perdu, on s'entend, là, est un peu tête en l'air, c'est pas ce qu'il fait. Si c'est le cas, dans le fond, ben, le gangrel va simplement le considérer comme une proie et chercher à s'en nourrir. Cependant, si le mortel en question fait preuve d'habileté à se déplacer la nuit, et pas lâche dans ce qu'il fait, maintient l'intérêt de l'observateur, soit en se battant, soit en étant intéressant à regarder, ça devient un bon candidat pour l'étreinte. Donc, aussi, le choix est presque jamais proposé aux futurs vampires. C'est devenu une tradition dans le camp gangrel on pourrait dire, d'imposer la transformation vampirique. C'est un vampire ou une personne à qui on a offert le choix et qui est devenu vampire ne sera pas nécessairement un paria dans le clan, mais ce vampire-là va jamais avoir le même respect que ceux qui sont étreints traditionnellement, donc à qui on a imposé cette transformation-là. Donc, après l'étreinte, le père gangrel disparaît durant la nuit, laissant le nouveau gangrel seul. Donc, les gangrels croient qu'il est préférable d'économiser leur énergie et l'effort de formation d'un enfant jusqu'à ce qu'il ait prouvé qu'il peut survivre seul. Le père abandonne donc complètement sa nouvelle création
pour voir comment qu'elle se débrouille, si elle est capable de survivre, de lutter pour sa survie. Sachant que les premières nuits sont les plus difficiles habituellement, de se trouver un abri pour ne pas mourir brûlé par le soleil, de ne pas s'alimenter n'importe comment, ce qui va dans le fond, amener les regards sur soi, amener la seconde inquisition sur soi ou piler sur un mauvais territoire puis déclarer une chasse et que les autres vampires nous tuent. Le clan considère que si le sire a bien choisi son enfant, ce dernier va rapidement comprendre la situation et va s'adapter. Donc, tout gangrel suffisamment résilient est capable de survivre les premières nuits, développe rapidement les outils pour survivre les suivantes. Au fil du temps, l'enfant va apprendre à faire pousser ses griffes, va apprendre à parler avec les animaux, à accepter ses forces, ses faiblesses. Donc, il va développer par lui-même ses premiers pouvoirs vampiriques. Il va aussi apprendre à prendre des décisions seul et des décisions rapidement. On s'entend que la condition même d'être un vampire ne permet pas d'établir de longues réflexions à savoir comment survivre. Donc, un bon gangrel se fie beaucoup à son instinct. Et dans le fond, c'est une période qui est très dangereuse pour l'enfant, qui est perdu, qui n'a pas de direction et qui doit tout apprendre par lui-même. Donc, un nouveau gangrel doit survivre au moins un hiver avant de pouvoir être enseigné par le clan. Une fois accepté, le nouveau gangrel va apprendre les histoires, va apprendre les traditions du clan, notamment les rituels de salutation, les rites de statut aussi. Donc, et après des mois d'enseignement, un lien étroit va se finir par se former entre l'élève et le maître, semblable à la relation vraiment là entre un sire et son enfant. Donc, c'est pas nécessairement le sire qui va finir par apprendre à son enfant comment se débrouiller. Ça va être quelqu'un qui va être considéré son maître, mais ça peut être le sire aussi. Donc, après cette formation-là, le gangrel est officiellement membre du clan. Dans la société mortelle, on pourrait dire que le gangrel est vraiment une manifestation parfaite de leur culture et de la bête vampirique. Donc, on pourrait dire que c'est un être qui est coincé entre la bête littérale et le vampire. Certains vont adopter les traits agressifs, territoriaux des animaux. Ça va se traduire aussi par le fait que les gangrels vont parfois prendre des humains, on pourrait dire, un peu sous leur gouverne ou les considérer comme leur meute. Donc, un peu les subalternes, mais vraiment les voir comme une meute sous leur direction. Les gangrels vont établir parfois aussi leur domination, vont rassembler leur meute de mortels et les considérer comme leur propriété. Beaucoup de gangrels vont se nourrir, on pourrait dire, en groupe, mais vont mépriser ceux qui vont manger au sein même de leur meute. Donc, si un gangrel s'entoure de mortels pour se former un petit clan, par exemple, on pourrait les imaginer comme chef de groupe de motards, chef de gang de rue. On est un peu moins dans le sectaire, mais ça pourrait peut-être aussi être ça, là. Donc, si un gangrel se forme un clan autour de lui, c'est très mal vu pour ces gangrels-là de s'alimenter au sein des mortels de son propre clan. Donc, il préfère aller utiliser, aller manger comme auprès d'autres mortels, on pourrait dire, et préfèrent utiliser leur petit clan, leur meute, pour des services ou carrément pour avoir des compagnons avec eux. Au sein de la société vampirique, les gangrels sont marqués vraiment par la culture de l'individualisme et de l'errance. Certains vont voyager à travers des domaines, des villes entières, vont traverser les frontières, les limites habituellement permis par les cadres des vampires et souvent de la Camarilla. Bien qu'ils soient connus pour se réunir autour de feux de camp avec leurs camarades de clan et se régaler des aventures justement là, de vampires plus errants, ils vont quand même créer un ordre hiérarchique entre eux durant les rassemblements. Le clan a une certaine culture de rivalité amicale où la force va être vraiment très respectée. Donc, si on peut dire que dans la société vampirique, les gangrels, c'est le clan qui va souvent se tenir plus à part des autres, un peu moins tissé serré comme clan, donc très individuel, partent en voyage et reviennent se voir lors de grands rassemblements pour parler, vraiment avec une espèce de franche camaraderie, si on imagine des petits chiens ou
les animaux là s'amuser, ben ils vont souvent se battre pour essayer d'assumer la domination sur l'autre, mais ça se fait vraiment dans un cadre de jeu et non pas dans un cadre nécessairement agressif. Donc, il faut voir un peu les gangrels de cette manière-là. Comment ils se situent par rapport aux différentes factions, que ce soit la Camarilla ou les Anarques? Ils ont moins de différence. Il y a moins de différence parmi les gangrels de factions que dans les autres clans. Donc, habituellement, ils sont stéréotypés comme un peu un chien fidèle, là, les gangrels. Ils vont souvent remplir les rôles de garde du corps, d'homme de main, de chasseur. Mais comme j'ai dit plus tôt, là, la très grande majorité même, là, dans on pourrait dire la ligne officielle de World of Darkness, les gangrels ne sont pratiquement plus acceptés au sein de la Camarilla non plus, là, mais si dans votre chronique il y en a, c'est bien parfait aussi. Donc de nombreux membres du clan ont donc quitté la Camarilla parce qu'ils se sentaient exploités, ils se sentaient justement pas nécessairement respectés dans le rôle qui leur était donné. Ils se faisaient prendre un peu justement comme des outils, comme des animaux, plus que des vampires libres qui accomplissent un travail estimé. Et quand ils ont quitté la Camarilla, donc tous les gangrels ne sont pas devenus anarques. Certains y sont allés, d'autres sont devenus, ou même la majorité sont devenus indépendants. Donc, qu'il s'agisse de la Camarilla ou des anarques, lorsqu'un gangrel arrive dans un domaine, il n'y a pas tendance à s'annoncer, comme serait habituellement la règle, ou ce qu'on retrouve dans les traditions là, de la Camarilla. Et nombreux sont les barons et les princes, dans le fond, qui hésitent à leur demander de partir. Parce que la seule façon de faire quitter un gangrel de son territoire, habituellement, c'est le combat. Et comme j'ai dit, ce sont des combattants et des prédateurs féroces. Un combat engagé avec eux va souvent entraîner des bris de mascarade et on préfère acheter la paix en ne les dérangeant pas trop dans ce qu'ils font. Donc, ça a ouvert aussi beaucoup la possibilité aux gangrels de travailler comme, on pourrait dire, mercenaires lors de leur voyage et vraiment travailler à leur compte et à leur propre solde, on pourrait dire, et vivre beaucoup plus librement que plusieurs clans et plusieurs vampires. Voilà, ça fait le tour du clan gangrel, le clan féral, plus animal, plus proche de la bête de tous les clans de Vampire la Mascarade. Encore une fois, si vous avez des commentaires, si vous avez déjà joué ce clan-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires, j'aime toujours ça vous répondre. Si vous aimez la vidéo, vous pouvez me faire un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous voulez voir les prochaines vidéos sur les clans en avance, vous pouvez venir nous voir sur Patreon, vous abonner et vous aurez toutes les vidéos une semaine d'avance. C'est-tu pas merveilleux? Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, amusez-vous, bye!